Hein, voilà. Alors, comme nous avons changé d'horaire, peut-être que certains vont arriver un peu plus tard, on verra. Mais bon, il faut commencer, on avait dit 19 heures. Et c'était aussi à la demande de la majorité d'entre vous que l'on avait fait ça un peu plus tôt pour que chacun puisse être rentré chez lui un peu plus tôt. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler du Brexit. Alors en janvier, Georges, tu nous invites le 20 janvier, le lundi 20 janvier, donc à la messe célébrée comme chaque année à la mémoire du roi Louis XVI et donc de la France, et qui sera suivi d'un repas. Donc ceux qui parmi vous veulent participer au repas qui suivra peuvent s'adresser à Georges ici présent. En février, nous accueillerons Pierre de Meuse, qui a écrit un ouvrage sur la contre-révolution et voilà, qui a eu beaucoup de succès, notamment à Aix, à Marseille, à Toulon récemment, et puis cet été lors du camp Maxime Valdelsart. Voilà, et puis en mars, nous aurons François Marcillac, qui est le rédacteur en chef de Politique Magazine, et qui viendra, et puis lui, aussi écrit dans le bien commun, et qui viendra nous parler de l'actualité française et internationale. Donc voilà, on a donc nos conférenciers pour le premier trimestre 2020. Voilà, donc vous connaissez notre conférencier, puisqu'il a été président du Centre des Diguerres quelque temps, hein, Jean-Christophe, et donc vous allez parler à deux voix, de temps en temps, il y a... Non. Non, j'étais seulement son assistant pour... Voilà. C'est lui qui a réalisé la totalité de l'imagerie qu'il va y avoir. Donc je vais essayer de manipuler pour illustrer un petit peu... Et on a beaucoup de chance d'avoir choisi ce sujet, puisque vraiment ce qui s'est passé jeudi est quand même assez historique. Bien, merci. Bonsoir à tous. Alors certains sont peut-être à l'heure britannique, puisqu'il n'est pas encore 19h en Grande-Bretagne, donc ils vont arriver, puisque ce soir on va être un peu à l'heure britannique. Donc je tenais d'abord à remercier Azam Guil, ici présent. Vous allez voir la qualité de son travail dans les illustrations avec ce qu'on appelle les cartoonistes, les dessinateurs humoristiques un peu du monde entier. Il n'y aura pas que des Britanniques, même si la grande majorité seront issus de la presse de sa très gracieuse majesté. Donc la conférence de ce soir, eh bien, elle a été un petit peu illuminée par les résultats de jeudi dernier, ou plutôt de vendredi, puisque le temps de dépouiller les derniers bulletins, c'était assez tardif. Mais de toute façon, c'est un peu un mouvement de fond et dans une perspective que je vais plutôt inscrire les propos de ce soir. Moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce débat, c'est le catastrophisme qui l'a entouré. Pratiquement de toutes parts, tout n'a été présenté que sous cet angle. Et j'aimerais plutôt ouvrir une autre perspective que ce catastrophisme qui, toute proportion gardée, encore que, me rappelle, je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs de ce qui s'est passé en 1999, sans parler de 98, 97, 96, qui nous annonçait une catastrophe pour le fameux passage à l'an 2000. Et là, on a eu des reportages, je ne sais pas si vous en avez vu, sur les hôpitaux britanniques qui allaient manquer de médicaments, les personnes atteintes de certaines pathologies commençaient à faire des stocks. Enfin bref, ça me rappelait beaucoup cette ambiance que nous avons pu connaître en l'an 2000. Et souvenez-vous de l'an 2000, franchement, on l'a passé
Si, je crois qu'il y a un passage à niveau qui a eu un problème, il est resté fermé. Il y a quelqu'un qui s'est facturé un siècle de location pour une belle chose. Donc 20 000 $. Voilà. Donc deuxième incident, ce type de facturation. Donc là, on va voir où est-ce que nous en serons dans quelques temps, mais c'est un petit peu le parallèle. Alors, quelles conséquences économiques et politiques pour l'Europe, pour la France, pour le Royaume-Uni, peut-on attendre de ce Brexit? Quelle place pour un nouveau projet européen et pour la pensée unique qui l'a toujours accompagné? Quelles conséquences peut-être sur l'euro? Il y a beaucoup de questions effectivement sur lesquelles il n'y a pas vraiment de réponse aujourd'hui, puisque on ouvre une nouvelle page, on rentre dans une nouvelle phase historique, et les élections de jeudi sont sans doute celles qui vont marquer le début de la déconstruction de ce projet européen. Donc je vous propose de le traiter en 3 temps principaux. Une première partie sera consacrée à la longue histoire du Brexit, puisque, encore une fois, je préfère la perspective aux effets d'annonce instantanés. Une deuxième partie qui va évoquer plusieurs conséquences pour l'Europe et ses institutions. Et je propose de terminer sur le cas de la France, qui est, après l'Irlande, le pays le plus concerné en dehors du Royaume-Uni par ces derniers résultats électoraux et surtout par cette décision du Brexit. Alors, le Brexit, il est le résultat d'une très longue histoire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc, on va un petit peu résumer cette histoire qui explique les conséquences sur notre actualité. Et quelque part, ce n'est pas une surprise. 1973, c'est le début de l'aventure, avec cette intégration du Royaume-Uni le 1er janvier 1973. Mais, comme je vais le rappeler, c'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place. Et à l'époque, il y avait eu la même démarche que David Cameron en 2015. En 2015, dans un pays qui n'a pas du tout de tradition référendaire, qui est un peu différent de la France, sans parler des pays avec une vraie tradition référendaire, comme nos voisins suisses, eh bien, les travaillistes avaient organisé un référendum sur l'intégration de leur pays dans l'Union. C'est les conservateurs qui avaient négocié et ratifié le traité de rentrée dans l'Union, et dès que le Parlement avait été renversé, les travaillistes, pour se sortir d'une situation très ambiguë sur la question, ils avaient demandé aux Britanniques s'ils étaient favorables ou non à cette adhésion. Et les Britanniques, 2 ans après avoir intégré l'Union, avaient voté majoritairement oui. Eh bien, ceci a amené David Cameron à faire la même chose. Il a décidé d'organiser un référendum, non plus pour s'occuper des travaillistes, mais pour faire perdre des voix au mouvement qui était en train de monter en puissance, qui s'appelait le UKIP,
qui était le parti indépendantiste du Royaume-Uni, et qui menaçait l'emprise des conservateurs. Et David Cameron a pensé qu'en organisant un référendum qui allait confirmer la volonté de rester dans l'Union, eh bien, l'hypothèque UKIP disparaîtrait. Voilà sa stratégie. Le résultat, c'est que le dog britannique l'a mordu à un endroit que je ne saurais qualifier, et il s'est retrouvé piégé par sa propre démarche. Ce qui avait réussi aux travaillistes en 1975, eh bien, 40 ans plus tard, se retourne contre lui. Il est élu le 7 mai 2015. Alors, il est réélu. Alors, c'était un petit peu compliqué, puisque de 2010 à 2015, c'était ce que les Britanniques appellent un hung parliament, un parlement sans majorité. Donc, là aussi, très exceptionnel dans l'histoire britannique, il s'agissait d'une coalition qui dirigeait le pays, avec tous les inconvénients que comportent les coalitions. Par contre, à l'issue des élections de mai 2015, il a une majorité, ce qui fait que le 7 mai, il remporte les élections, moins brillamment que Boris Johnson, mais le Parti conservateur est majoritaire à Westminster. Le 28 mai, donc ça veut dire qu'il y a eu 3 semaines entre les deux dates, il met en place l'organisation du référendum qui se tiendra le 24 juin 2016. Alors en Grande-Bretagne, comme partout, il y a des sondages, etc., il y a des analyses, etc., mais il y a surtout des... comment est-ce qu'on les appelle, ceux qui annoncent ce qui va se passer, pas des cartomanciens, mais des bookmakers. Des bookmakers. Voilà, donc au pays des bookmakers, la grande majorité des bookmakers attendaient une victoire du Remain, du maintien dans l'Union. Eh bien, les bookmakers se sont trompés, vous connaissez le résultat. Alors, ce résultat est quelque part tout sauf une surprise, sauf pour les bookmakers et je dirais la classe dirigeante britannique, ce qui va créer un énorme malaise qui a duré 3 ans et demi, qui vient juste de se rompre, puisque d'un côté, un Parlement issu en 2015 d'une grande majorité de Remain, c'est-à-dire qu'à la fois les élus du Parti conservateur, les élus travaillistes, les élus écossais, les élus du Lib Dem, l'équivalent de Macron couleur locale, eh bien, étaient tous partisans du maintien dans l'Union, alors qu'une majorité d'Anglais en particulier avait voté contre le maintien, une majorité de Gallois avait voté contre le maintien dans cette union. Donc un malaise qui a fait que s'accentuer et qui va dévorer Theresa May pendant toutes ces années-là, puisque M. Cameron, à l'issue du référendum, un peu comme De Gaulle, va donc démissionner, puisqu'on ne lui avait pas accordé la majorité pour laquelle il avait milité. Alors, parenthèse importante, il y a quand même un manque d'objectivité des médias, parce que souvenez-vous du matraquage qu'on a eu au moment de ce référendum sur l'incapacité des partisans du Brexit à assumer le pouvoir. Que ce soit Farage, que ce soit Johnson, ils ont été incendiés. J'ai vraiment suivi les dernières élections. Personne n'a noté que Boris Johnson, partisan du Brexit, assumait la gouvernance du Royaume-Uni. Soi-disant, c'était des lâches, mais personne n'est revenu sur ces propos qui les annonçaient comme lâches. Je ferai une deuxième remarque là-dessus.
Farage, qui a été énormément critiqué. Il était primaire, il était d'extrême droite, il avait toutes les tares habituelles. Lors de ces élections, il n'a présenté aucun candidat dans les circonscriptions où se présentait un conservateur sortant et favorable au Brexit. Aucun. Farage, en obtenant le Brexit, perd ses sièges à Strasbourg. Le nombre de politiciens qui critiquent et qui occupent les places, sans parler de ceux qui ont des arriérés de groupes parlementaires dont les assistants servaient à je ne sais quoi, ferait mieux de s'effacer devant la déontologie de ces personnages. Je referme la parenthèse. Donc nous voilà piégés donc, en 2016. Le piège va se maintenir quasiment jusqu'à ces derniers jours, puisque le Parlement britannique ne parvenait pas ni à dégager une majorité. Les élections de 2017 allaient recréer un Hung Parliament, alors dans des proportions beaucoup plus faibles que celui de 2010, puisque cette fois-ci, Theresa May avait pu négocier avec le parti unioniste nord-irlandais, et donc elle avait quand même une toute légère majorité, que Boris Johnson va perdre très rapidement, puisqu'il va exclure 30 Remainers du Parti conservateur. Sa majorité n'était qu'à une voix quand il a accédé au 10 Downing Street. Donc il n'avait plus de majorité, et seule la dissolution permettait d'en sortir. Elle a permis d'en sortir, et les électeurs britanniques ont choisi la clarification, puisque tout était brouillageux. Le Parti conservateur, jusqu'à Boris Johnson, n'avait pas une position très claire, puisqu'ils avaient appelé à voter Remain, en tout cas le Premier ministre de l'époque, Cameron. Le Parti travailliste était 2 fois plus ambigu, puisque son leader était plutôt Brexit, sans jamais oser l'affirmer et le dire. Il n'y avait que les mouvements périphériques à l'échelle de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les Lib Dem, qui n'ont jamais eu le pouvoir, sauf si on remonte au Parti libéral et au XIXe siècle, et puis le Parti écossais, qui est à la limite plus nationaliste que le UKIP, mais à l'échelle de la seule région écossaise. Donc du coup, cette fois-ci, il y a pour la première fois en Grande-Bretagne le retour du pays légal en adéquation avec le pays réel. Ce qui est sans doute une première et peut-être quelque part un modèle pour la suite. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, l'histoire du Royaume-Uni et de l'Union européenne, eh bien, c'est pas tout à fait 70 ans de divorce, mais presque. Et ces 70 ans d'opposition, ils sont en constante prolongation de l'histoire séculaire du Royaume-Uni. Il y a eu quelques passages où le continent et les îles britanniques étaient en osmose. Quand Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre, il a réuni les 2 rives. On a eu notre deuxième guerre de 100 ans à cause d'une fille de Philippe le Bel. Là aussi, il y avait une sorte d'osmose.
Je passerai sur les épisodes les plus marquants de l'opposition avec Philippe II, Napoléon, le Kaiser et Hitler. À partir de 1945, la donne change. La donne change complètement puisque à partir de cette date, c'est plus l'Europe qui rayonne sur le monde, mais c'est l'Europe qui est soumise au rayonnement des USA et du RSS. Et donc c'est essentiellement cette brèche qui explique que les Britanniques se soient rapprochés des instances européennes. En mai 1948, quand se lance le projet européen, le discours le plus marquant, c'est celui de Winston Churchill. Je rappelle simplement qu'à l'époque, il n'était plus Premier ministre et il n'était pas encore Premier ministre. Il a eu 2 mandats, un jusqu'en 1945. Les Britanniques le rejettent avant la fin de la guerre et il va redevenir Premier ministre dans les années 50. Et donc, il lance un appel aux États-Unis d'Europe en 1948. Quand il va redevenir Premier ministre, il va participer aux négociations pour créer ce qui va être la CECA. Mais très rapidement, ces négociations vont échouer. C'est en quelque sorte le premier Brexit. Ils vont refuser de faire partie de la CECA. Dans la foulée de la CECA, il y aura des négociations pour la CED, la Communauté européenne de défense. Les Britanniques en feront partie. Ils vont à nouveau être associés aux négociations. Mais là aussi, avant que la France ne rejette le deuxième traité de Paris, en 1955, eh bien, les Britanniques vont quitter la table des négociations. Deuxième Brexit. Lorsque les débats vont porter sur la négociation du traité de Rome, ils vont revenir dans les négociations avec l'Europe des 6. Tous les autres traités étaient négociés et signés ou échoués à 6. Les Britanniques seront donc associés aux conférences qui vont précéder le fameux traité de Rome. Et là aussi, les Britanniques vont quitter les négociations. Et comme à Rome ont été signés 3 traités, eh bien, on peut dire qu'il y aura le 3e, le 4e et le 5e Brexit, parce qu'ils vont refuser les 3 traités de Rome, alors qu'ils auraient très bien pu en signer un, je pense en particulier au traité Euratom. À ce moment-là, ils vont décider de créer une Europe alternative qu'ils vont parvenir à établir par le traité de Stockholm, qui sera signé en 1960 et qui va fonder l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, qui existe toujours, qui fonctionne toujours. Alors certes, le nombre de membres est extrêmement réduit, ils sont 4, les Suisses, les Norvégiens, le Liechtenstein et l'Islande. Il y a de très fortes chances qu'ils soient 5 dans les mois ou les années qui viennent. Et ce qui avait été conçu comme une alternative à la construction européenne va peut-être reprendre de l'importance. Suite au départ du général de Gaulle, le veto qu'il avait mis sur une candidature britannique sera levé par son successeur, Georges Pompidou. Les Néerlandais vont parrainer la candidature britannique et le 24 janvier 1972 sera signé par Edward Heath le traité d'Egmont qui intègre la Grande-Bretagne. Elle sera associée à 2 autres États, l'Irlande et le Danemark. Les Norvégiens vont refuser de faire partie de l'Union européenne. Et là aussi, c'est le peuple qui a voté contre la ratification du traité. Cette ratification va tout de suite poser problème,
en particulier dès l'élection de Margaret Thatcher, qui va, dès 1979, je rappelle qu'elle prend le pouvoir en mai 1979, va réclamer le retour de sa monnaie, I want my money back, et ce sera en quelque sorte le 7e Brexit, puisqu'elle va décentrer toute l'activité européenne sur cet enjeu financier. En 1985, lors des accords de Schengen, elle va refuser l'adhésion du Royaume-Uni, 8e Brexit. En 1992, la négociation du traité de Maastricht, le Royaume-Uni va proposer une alternative, la monnaie commune à la monnaie unique, c'est-à-dire qu'il proposait de créer 2 monnaies, l'une qui aurait été commune à tous les échanges entre États européens, comme l'euro aujourd'hui, et chaque pays aurait conservé sa monnaie. On connaît la suite, les Allemands et les Français vont refuser, et les Britanniques vont imposer l'opting out, le droit d'être dehors, 9e Brexit. Donc on peut quelque part considérer que le vote de 2015 confirmé le 12 décembre dernier, c'est finalement le 10e Brexit. Donc on avait eu droit aux 10 plaies d'Égypte, nous voilà avec les 10 plaies du Brexit. Alors, quelles sont les conséquences pour notre Europe ? Donc, on est bien entendu à l'heure des conjectures. Et entre-temps, entre le modèle qui a été créé lors de la négociation des premiers traités et l'environnement que nous avons, eh bien, les choses se sont totalement transformées. Et en particulier la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui négocie son adhésion, c'est un pays qui est en train de tourner la plus grande page de son histoire, qui lui a donné cette puissance qui dominait sur le monde entier, la puissance du charbon et de l'acier. L'histoire britannique de 150 ans de domination à travers toute la planète, c'est basé sur cette industrie. Or, en gros, en 1973, au moment où ils adhèrent, eh bien, c'est le début des fermetures des mines, et tout va s'enchaîner. Les fermetures des usines, la disparition de la sidérurgie, la disparition des chantiers navals. Donc cette transformation, elle est terrible, elle va bousculer toute la structure interne de plusieurs générations de Britanniques. Et aujourd'hui, eh ben, la première activité économique du pays devant toutes les industries, c'est la finance, suivie des services, suivie de l'information et des technologies, suivie de la recherche. Et les autres activités ne sont plus que secondaires. La Grande-Bretagne, des livres d'histoire et de son smog lié aux fumées des charbonnages, c'est complètement terminé. Donc, l'Europe, qu'est-ce qu'elle offrait à l'époque? Elle offrait l'ACK, et donc ça intéressait quelque part les Britanniques. Elle offrait un marché commun, au départ unique par la suite, mais aujourd'hui, la finance britannique n'est plus à l'échelle de ce petit continent, elle est mondialisée. Donc la pertinence de la présence au sein de cette union
est dépassée. Et ça, c'est une dimension qui n'a pas toujours été perçue ni comprise. Donc on est en phase de transformation. Le Brexit est annonciateur de ce qui va suivre. Alors les Britanniques ont toujours eu une liaison privilégiée avec Uncle Sam, et ils tiennent à la maintenir. L'élection de Donald Trump n'a finalement que réaffirmé cette vision-là. Il a été le premier à féliciter Boris Johnson, il a été le premier à féliciter le Brexit. Alors à l'époque, il n'était pas encore en place, mais il était déjà désigné comme le candidat des Républicains, et il allait jouer au golf en Écosse pour soutenir les Brexiteurs. Donc le lien est promis à un bel avenir, notamment sur le plan commercial, puisque les traités commerciaux en négociation avec les États-Unis sont plus ou moins bloqués au niveau de l'Union européenne, et à 27, il y aura toujours une raison de bloquer une des clauses du traité, et donc ils espèrent beaucoup les ouvrir avec la Grande-Bretagne dès que la phase de transition qui va commencer, normalement elle est prévue pour 2020, elle risque sans doute de durer jusqu'en 2021, et au-delà de cette phase, les Britanniques seront libérés de la possibilité de signer des accords bilatéraux. Et les États-Unis en ont signé avec le Maroc, en ont signé avec la Jordanie, en ont signé avec la Corée du Sud. Ils sont en négociation avec beaucoup d'autres pays. Ils ont re-signé leur traité avec le Canada et le Mexique, le traité de l'ANENA. Il y a toute une vague de renégociations. Ils sont en pleine renégociation avec la Chine. Et ils multiplient les accords de cette nature. Il y a forte chance que ça aille plus vite avec les Britanniques qu'avec l'Union européenne. L'aspect financier est particulièrement important. Il a été à la base des promesses de Boris Johnson, notamment pendant la campagne, puisque le système de financement de l'Europe était très défavorable au Royaume-Uni. C'était les plus gros contributeurs au budget européen, et c'est proportionnellement ceux qui recevaient le moins. En gros 10 milliards d'euros de chèques. Et donc ils vont pouvoir récupérer cet argent. Et surtout, ils sont très déficitaires au niveau du commerce extérieur. L'Europe leur fournit beaucoup. Et si des taxes étaient mises en place, nous perdrions, notamment nous, Français, une partie importante des marchés. Au niveau du marché de l'emploi, c'est un marché qui est en tension, pour les raisons inverses aux tensions que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il y a un manque de personnel. Et les Britanniques contribuent beaucoup à la baisse de notre chômage. Il y a des centaines de milliers de Français qui vivent et qui travaillent en Grande-Bretagne. Il y avait même une antenne de la mairie de Grenoble qui permettait aux jeunes, enfin les moins jeunes, de trouver toute une série de solutions pour se rendre sur le marché du travail britannique. Donc là aussi, c'est des sources de pertes importantes pour les opportunités que fournissait ce marché-là. Donc les enjeux économiques sont plutôt dans les mains des Britanniques, contrairement à ce qu'on nous présente. La meilleure preuve, c'est la fuite qui était annoncée des firmes multinationales. Nous avions une panique, une débâcle qui allait provoquer un effondrement de
la City. Donc les chiffres étaient donnés entre 4 000 et 35 000 emplois qui allaient être supprimés dans le trading. On en est à quelques centaines qui correspondent essentiellement à 2 agences de l'Union européenne qui ont donc déménagé en catastrophe. L'agence du médicament a été transférée à Amsterdam, l'agence européenne du médicament, et l'agence bancaire européenne à Paris. Le gros problème, c'est qu'ils se sont précipités et qu'ils n'ont pas lu les clauses de leur location à Londres, et les clauses prévoyaient un bail très long. Donc du coup, l'agence européenne, elle paye 2 fois. Elle paye la location à Paris et elle paye toujours la location à Londres. Comment économiser de l'argent? C'est bon, c'est la tradition européenne. Et au niveau britannique, il n'y a pas eu la panique que l'on a annoncée, malgré la perte du fameux passeport du marché européen, qui était la mouletta sur laquelle on insistait. Là aussi, la perception de Londres n'a pas été comprise. Londres n'est pas une place européenne, c'est une place mondiale. Sur la plupart de ses produits, projets et autres, elle est dans cette dimension. La Grande-Bretagne a de nombreuses alternatives et de nombreux projets. Pour elle, le Brexit, c'est un projet. Ce n'est pas une fin en soi. Alors, quels sont ces projets? Le premier d'entre eux, c'est de devenir le Hong Kong de l'Europe. Et je serais tenté de dire, compte tenu des circonstances, sans la Chine, ce qui est quand même génial, hein, ce qui a quand même le pied. Donc, ce Hong Kong-là, ben, c'est un petit peu la crainte des institutions européennes, et c'est une des raisons qui explique leur dureté dans la négociation pour essayer de bloquer ce projet. Elle a aussi l'alternative de la ELE, je l'ai évoqué, qui risque d'être un séducteur pour les tentations de sortie, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et puis il lui reste le fameux Commonwealth, qui est toujours actif, qui a servi de modèle à d'autres projets de rapprochement avec les liens que l'histoire avait tissés entre les métropoles européennes et les pays autour de la planète. Et elle compte bien entendu le développer et l'activer. Sa sortie intervient également dans un contexte mondial généralisé qui se caractérise par l'impasse de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne plus, et cela date quasiment de l'an 2000. Donc, plus d'avancées au sein de cette institution, un développement du bilatéralisme et un retour de souveraineté généralisée. Donc voilà de nombreux atouts qui ont même permis à la livre sterling de réaliser ce que toutes les autres monnaies rêvent mais ne parviennent pas à mettre en place, c'est-à-dire à être dévaluée, ce qui redonne du dynamisme aux exportations, rend plus coûteux les importations et redynamise les activités économiques internes, ce que ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni le Japon ne réussissent, en diminuant leur taux d'intérêt de base bancaire au niveau des banques centrales, à provoquer cette fameuse dévaluation. Et là, alors, le référendum avait permis ce que la livre baisse. Là, le succès de Boris Johnson lui a redonné un petit peu de punch. Cela dit, elle est toujours à une moindre valeur. Au mois d'août dernier, elle a touché un plancher quand il a pris le pouvoir en perdant une trentaine
MP, de députés. Donc voilà pour ce bilan. Alors, de nature purement économique. Sur le plan diplomatique, l'Union européenne existe-t-elle? Elle en est son 3e haut représentant chargé des relations internationales. Je vais faire un petit sondage. Qui est-il en ce moment? Qui est-il? Qui étaient les 2 prédécesseurs théoriquement, ce serait la personnalité la plus importante au niveau planétaire, représenter 28 pays à travers la planète. Alors Barroso, c'était l'ancien président de la Commission européenne, et c'est à son époque qu'avait été nommé, si je ne me trompe pas, Catherine Ashton, qui était la première haute représentante. Elle a été suivie par une Italienne, Mogherini, si j'écorche pas. Francesca. Et aujourd'hui, c'est un Espagnol, José Borrell, enfin un Espagnol, un Catalan, pardonnez-moi, mais pro-espagnol, qui est le haut représentant de l'Union européenne. Donc, au niveau diplomatique, la Grande-Bretagne va pouvoir retrouver sa pleine indépendance, mais pour l'instant, au niveau de l'action diplomatique de l'Union européenne, c'est le désert total. Hein. Tony Blair était chargé, je crois qu'il est toujours officiellement, de résoudre le problème palestinien. C'est excellent. Il n'y a pas un dossier diplomatique sur lequel il y ait un accord, je ne parle même pas d'unanimité, de la part de l'Union européenne. C'est le désert total. Hein, sur des dossiers, pas forcément fondamentaux, mais vous prenez l'Iran, vous prenez le Kosovo, vous prenez la crise au Nigeria, l'intervention au Mali, vous avez que des avis divergents sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. En même temps, mettez-vous à la place de ces 3 personnalités, que faire? Que faire? Des jetons de présence. Voilà, des jetons de présence, effectivement. Alors là où les conséquences sont par contre les plus complexes et problématiques, c'est sur le plan institutionnel au niveau du Royaume-Uni, puisque les tentatives centrifuges sont en train de prendre corps. Les élections de jeudi dernier ont donné pour la première fois un nombre de parlementaires catholiques en Irlande du Nord supérieur aux protestants. Alors, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Les projections démographiques historiques annonçaient qu'un jour, les catholiques seraient plus nombreux que les protestants. Et ce qui a été très symbolique, c'est que le président du DUP a été battu par un candidat Sinn Féin, c'est-à-dire ex-IRA, dans sa circonscription. Donc ça, c'est quand même révélateur. Et il y a donc un député catholique de plus que les unionistes. En Irlande, le SNP a à nouveau remporté une écrasante majorité, j'ai dit en Irlande, en Écosse, le nombre de parlementaires, ils en ont 48 sur 55, et ils réclament à corps et à cri un référendum. Ça vous rappellera une histoire plus au sud, avec les mêmes risques, c'est-à-dire que pour organiser ces élections, il faut que le Parlement de Westminster donne son accord à un référendum, à un nouveau référendum en Écosse, et Boris Johnson a été très clair, il en est hors de question. Donc il y a peu de chances que ce soit organisé, mais ils vont être sous la pression, comme les Espagnols le sont sous la pression des Catalans, avec une différence de taille, c'est que
les Écossais sont beaucoup plus unis autour du SNP que les Catalans ne le sont autour des différents mouvements indépendantistes catalans. Sur le plan militaire, eh bien, l'armée européenne de Macron en a pris un sacré coup, là, puisque les Britanniques vont rester le pilier européen de l'OTAN, et il n'y a aucune chance que puisse émerger une véritable alternative. C'était les seuls qui avaient une armée digne de ce nom en dehors de l'armée française, et ce n'est pas les 3/4 des États européens qui vont considérer que notre capacité digne de 1940 à les soutenir, ou 39 plutôt, sans parler de 38, et les confirmera dans leur élan face à ce qui se passe du côté soviétique. Russe. Russe. Oui, le lapsus est révélateur. La même chose. Trop bizarre. Un des gros enjeux pour les Britanniques, une des explications de leur vote était liée à l'enjeu migratoire. Il reste omniprésent, mais pour eux il était double par rapport à notre vision, c'est-à-dire qu'il y avait l'enjeu par rapport à Schengen, donc ils étaient hors de Schengen, et leurs douanes restent en place et resteront sans doute en place en France, comme les accords l'avaient stipulé. Mais ils avaient un deuxième enjeu, c'est le nombre de migrants européens. Et là-dessus, ils souhaitaient maîtriser cette migration. C'est le pays qui en accepte le plus, aussi bien des Européens que des non-Européens. Mais ils ont toujours souhaité en avoir la maîtrise et non pas une ouverture totale. Et donc là, ils vont pouvoir réaffirmer leur maîtrise sur ce point-là et profiter de la géographie qui les favorise. Dans les mois qui viennent, il va y avoir ce que les Anglais appellent le cliff edge, c'est-à-dire l'après. On n'en est pour l'instant qu'au début, puisqu'il faut encore que le Parlement vote l'accord que Boris Johnson a signé, qui a été refusé à 4 reprises par le Parlement de sa très gracieuse majesté. Là, il dispose d'une majorité claire, en principe, ce sera rapidement établi, et cela va déboucher sur une négociation de toutes les liaisons qui seront maintenues avec la Grande-Bretagne, comme on a des liaisons avec la Suisse, comme on a des liaisons avec les îles anglo-normandes, avec Gibraltar, avec le Vatican, avec l'Andorre, avec la Suisse. On a l'impression que la Grande-Bretagne serait d'un seul coup un pestiféré, alors que, comme je l'ai mentionné, on en a besoin à tous les niveaux. On en a besoin pour financer toute une série de projets européens auxquels ils seront encore associés, parce que leur chèque est le plus important. On en aura besoin pour nos marchés, aussi bien en termes de produits industriels qu'agricoles. On en aura besoin pour notre marché du travail. On en aura besoin sur le plan militaire, si on veut que des opérations puissent être montées sous des latitudes où eux ont la capacité de rayonner, ce qui n'est pas le cas de la quasi-totalité des autres États européens. Donc pour toutes ces raisons, les négociations auront lieu et on va franchir ces falaises et aboutir à de nouveaux traités. Alors, quelles sont les conséquences pour l'identité du Royaume-Uni? Eh bien, c'est une des problématiques qui touche tout le monde, c'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est trouvé face à une multitude de possibilités d'identité. L'identité européenne, les identités régionales et les identités nationales. C'est la conséquence directe de la construction européenne. C'est quelque chose qui a jamais voulu être posé sur la table,
mais je dirais que la crise catalane est tout à fait le résultat de cette logique au niveau de l'Union. Et il n'y a pas que la crise catalane. L'Union européenne est directement responsable de l'explosion de la Yougoslavie. On en a aujourd'hui, comme ils disent les spécialistes de technotique, les répliques. Les répliques. Trop d'identité provoque ce type de crise. La volonté de Bruxelles de passer au-dessus des États pour favoriser leur éclatement, eh bien, va se paye cash. Et les pays qui veulent sortir vont être relativement nombreux. L'Écosse annonce qu'elle veut sortir pour re-rentrer dans l'Union européenne. On peut observer ce qui se passe avec le Kosovo aujourd'hui, où l'Espagne refuse de reconnaître le Kosovo. Et l'Espagne va maintenir son refus, pas par rapport au Kosovo, mais par rapport à la Catalogne. Donc quand l'Écosse va poser sa candidature, la réaction espagnole risque d'être tout à fait identique, pour ne pas donner le principal argument des Catalans, qui est de dire on sort mais on reste dans l'Europe, on est pro-européen, on est les seuls d'ailleurs à avoir une étoile au milieu d'un fond bleu sur notre drapeau, etc. Eh bien, on aura le même type de blocage, on pourra peut-être avoir des blocages de la part de la Belgique qui craint le même mécanisme entre la Flandre et la Wallonie, etc. Donc, on a un vrai souci là-dessus, aussi bien pour le Royaume-Uni que pour l'ensemble de l'Union européenne, aussi bien que pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, qui devra amener soit un changement de politique de la, entre guillemets, pseudo-Union soviétique qu'est l'Union européenne, si on ne veut pas terminer, entre guillemets, comme l'Union en question. L'Union européenne avait mis en place un programme entre 1987 et 89 qui s'appelait Hongrie et Pologne d'abord, pour favoriser leur sortie du bloc. Le vent polonais en particulier va sans doute jouer dans ce sens de remettre en question cette construction. Alors, on a ici Donald Tusk, le précédent président du Conseil européen, du Conseil des ministres européens, Michel Barnier au centre, et Juncker, l'avant-dernier président de la Commission européenne, avant Madame von der Leyen, qui, par rapport au dossier irlandais, ont joué la division. Donc l'Irlande risque d'être le dossier le plus délicat, puisqu'il est associé aux accords du Vendredi Saint. L'Union européenne est complètement partie prenante de ces accords qui ont rétabli la paix en Irlande. Cette paix est basée sur l'absence de frontières. Et donc, que faire de la présence de l'Irlande du Nord? Tout le blocage de Theresa May s'est centré sur le backstop, c'est-à-dire la possibilité de maintenir l'Irlande du Nord dans l'Union européenne pour ne pas rétablir de frontières. Boris Johnson a réussi à trouver une solution qui, effectivement, laisse l'Irlande du Nord dans l'Union européenne. Les contrôles douaniers n'auront lieu qu'à l'extérieur, ce qui n'est plus aujourd'hui un vrai problème, puisque de plus en plus de contrôles douaniers ont lieu sous scellé pour que les camions circulent sans s'être arrêtés en douane. Cela dit, il y aura un cheval de Troie
qui permettra une partie des trafics pour des marchandises de très haute valeur, parce qu'il faudra quand même amortir 2 traversées de la mer d'Irlande. Donc le risque est minime sur le plan strictement économique. Par contre, sur le plan politique, c'est un petit peu compliqué. Les partisans du maintien de l'Irlande du Nord, les nationalistes nord-irlandais, sont au bord de reprendre les armes et de faire renaître cette guerre qui a duré plus de 3 siècles. Quelles conséquences pour la France? Alors, je dirais que globalement, les dirigeants français ont misé sur la division des Britanniques et sur la sanction qu'il était nécessaire d'imposer à la Grande-Bretagne pour que le précédent ne donne pas de goût de limitation. Et si les négociations ont été dures, notamment pour Theresa May, c'est en grande partie à cause de cette vision où il fallait faire payer les Britanniques. L'ardoise était quand même de 60 milliards d'euros. Les Britanniques ont un peu retourné l'argument, en tout cas Boris Johnson, qui a clairement dit que la sortie sans accord ne lui posait aucun problème et que dans ce cas-là, il n'y aurait aucun chèque de rétrocession. Or, le budget européen est très mal, puisqu'il perd 10 milliards. Si on y rajoute les compensations britanniques pour sortir de 60 milliards, la note est salée, alors que tous sont là en train de quémander le maintien de la politique agricole, de la politique de soutien aux régions, de l'intégration, sans parler de tout ce qui est versé aux candidats turcs, kosovars, macédoniens, albanais, etc. Donc, des difficultés à venir. Madame von der Leyen propose un Green Deal avec 100 milliards consacrés à ce Green Deal. Comment le financer sans l'apport du Royaume-Uni? Alors, pour faire face à cette situation, la France s'est un petit peu marginalisée. Elle a essayé de présenter ses propres visions. Il y a eu plusieurs discours, le discours de la Sorbonne, le discours d'Athènes, pour relancer cette construction. Et il y avait, je crois que c'était dans Le Monde de jeudi dernier, une interview du nouveau président du Conseil européen, donc Charles Michel, le Belge, qui lui était demandé, le journaliste lui demandait s'il se reconnaissait dans les discours de M. Macron. Et lui, il a répondu, mais non, c'est le discours du président de la République française, ce n'est pas le discours des institutions européennes. Le leadership que nous exercions grâce à la présence de la Grande-Bretagne, parce qu'elle servait de bouc émissaire, elle servait de contre-exemple, elle servait de vilain canard pour mieux réunir les autres États de l'Europe, eh bien, on a perdu notre principal pivot stratégique. Quand on perd son rival historique, nos repères sont déboussolés, surtout quand nos partenaires, d'autre part, sont dans d'autres logiques. Donc on perd notre place au cœur de l'Europe que nous permettait une présence des Britanniques qui étaient contre tous les projets, comme je l'ai rappelé en début d'intervention. Là, sur qui va-t-on pouvoir nous appuyer comme repoussoir pour à nouveau avancer nos pions? Et ça, c'est une dimension qui n'a pas vraiment encore été admise ni comprise.
Quel sera l'impact des velléités indépendantistes écossaises et irlandaises sur notre chère Corse? Les nationalistes sont à Corte. Ils ont des drapeaux catalans, des drapeaux écossais, etc. dans les cénacles en question. Et le modèle, si indépendance il y a un jour, ne va pas rester limité aux seules îles britanniques. Les Basques, je les trouve bien calmes depuis que les Catalans sont actifs. Je suis très très surpris. Je pense que s'il y avait un mouvement écossais réel vers l'indépendance, les Basques ne seraient pas les derniers à réagir. Et les Bretons, qui sont si proches des îles britanniques, seraient peut-être tentés de rejoindre l'AELE anglaise. Donc j'ai quelques inquiétudes sur le maintien d'une unité nationale si la mode des indépendants se multipliait chez nos voisins. Ce ne sera pas neutre. Il y aurait peut-être qu'une alternative, c'est démontrer une capacité à recréer la Gaule en intégrant la Wallonie et montrer que on n'est pas seulement appelé à se diviser, qu'on peut aussi réunir nos amis wallons si les Flamands décidaient d'être indépendants. Oh, plus riches qu'on ne croit. Plus riches qu'on ne croit. Ils sont surtout socialistes. Oui, c'est surtout ça. Les Gaulois sont plus braves. Voilà. On a une propension à ne pas compter sur le fait qu'on n'intègre que des riches. Bien, donc voilà quelques soucis quant à notre évolution. Je ne reviens pas sur tous les aspects économiques, puisqu'on est les principaux concernés. Alors, en guise de conclusion, eh bien, quelques commentaires pour voilà, notre cher président Macron dans l'état des conséquences liées au développement des mouvements de rue. Donc, on aurait pu rajouter sur le dessin l'espagnol en situation d'éclatement. Quant à l'italien, je ne ferai pas de commentaire non plus. C'est Theresa May, je pense. Oui, c'est Theresa May qui était La dernière, ouais. derrière. Donc c'est Theresa pour May. Brigitte. Non, donnez la main. Il n'y a plus qu'Angela qui... L'espèce de chien, c'est quoi? C'est un dog anglais. T'es pas sûr, sa retraite? Et qu'en sera-t-il dans 2 ans d'Angela? Angela. Alors, ce dessin humoristique est intéressant parce qu'il vient de l'île Maurice sur la vision de l'Union européenne. Donc, après le Brexit, qui? Donc là, bon, ils avaient une vision très pigs, Portugal, Espagne, Grèce, mais les plus sérieuses sorties sont plutôt au nord, c'est-à-dire aux contributeurs. Voilà la baisse de la livre par rapport à l'euro. Mais la baisse de la livre s'est terminée par 368 députés conservateurs au Parlement. Bien, voilà pour conclure vers qui allons-nous être le plus orientés dans les années qui viennent. Qui est militaire là? C'est Poutine. C'est Poutine. C'est Poutine. Voilà. Bien. Merci. Tu n'as pas parlé de la Suède, mais c'est le premier candidat à la sortie. À la sortie, exactement. Ouais. Donc les Suédois ont déjà refusé, et par plusieurs référendums,
l'intégration à l'euro. Ils ne s'en portent pas plus mal. Ils refusent des migrants, donc on n'a plus beaucoup de commentaires dessus, mais actuellement, ils refusent des migrants. La Suède a une structure politique assez différente. L'Isère, il y a 520 communes, je ne me souviens plus le chiffre exact parce qu'il y a eu quelques fusions de communes. En Suède, il y a 290 communes. 90 sont au bord de la faillite. Ah oui. Il y a eu un scandale, une des communes, pour essayer d'éviter la faillite, a décidé de passer la température des EHPAD locales de 22 degrés À 18. à 19. Il y a eu un scandale total dans le pays. Je ne vous raconte pas les températures extérieures. Donc, on est dans cette situation, globalement, parlons clair, à cause des mouvements migratoires, où ils ont accueilli bien plus que l'Allemagne, qui a déjà accueilli énormément. Alors, proportionnellement au pays, soyons clairs, en valeur absolue, ils en ont accueilli beaucoup moins. Ils n'avaient quasiment jamais connu d'attentats. Je ne vous fais pas de détails sur les attentats, les agressions, etc., qu'ils subissent. Et du coup, le mouvement, il s'appelle le mouvement démocrate, commence à gérer des villes, commence à prendre de l'importance, et son discours, qui était quasiment inaudible au pays de la social-démocratie, infiltre tous les autres discours, et il n'y a plus qu'une étape à franchir, c'est une alliance avec les principaux partis de droite. Le gouvernement actuel est une coalition minoritaire qui repose que sur le fait que la droite ne veut pas associer ses voix au Parti démocrate suédois. S'il y avait un référendum sur le Sexit, il y aurait de fortes chances qu'il remporte un succès. C'est effectivement le pays qui est le plus proche de la sortie. Les élections sont assez rapprochées, hein. C'est un pays qui vote tous les 3-4 ans. Et chaque élection, ça se joue à très peu de voix. Il n'y aura pas de mouvement comme en Grande-Bretagne où le scrutin est totalement proportionnel. Du coup, il n'y aura pas de grands mouvements qui permettent de trancher les choses. Ce sont des coalitions qui ont quasiment gouverné le royaume depuis 1976. Donc on a de très très fortes chances que ce ne soit pas brutal, mais très progressif. Par contre, les aspirations à la sortie sont très sérieuses. Oui. Les Britanniques et leurs médias, ça donne quoi? Chacun lit les journaux qui racontent les histoires qu'il a envie d'entendre? Ou il y a vraiment, suite à tout ce qui a été raconté sur le Brexit, une vraie défiance qui s'est développée, un peu comme les Gilets jaunes en France, ou une défiance par rapport aux médias qui s'est développée? C'est une très bonne question parce que je n'aurai pas forcément de lumière pour les créer. Hein. C'est le Financial Times, Goodbye Brussels. Les médias britanniques sont assez clairement engagés. C'est un petit peu la différence avec le continent où les médias ont pris une habitude de se vouloir d'être des médias et de ne pas avoir l'air d'être engagés. Je dis bien de ne pas avoir l'air de l'être. Là-bas, c'est beaucoup plus clair. Mais ils se sont retrouvés, comme quasiment toute la Grande-Bretagne, dans une situation où les clivages historiques traditionnels ont disparu à cause du Brexit. Le Brexit a redéfini les cartes. La logique droite-gauche a quelque part disparu. C'est pour ça, encore une fois, qu'on vit une transition. Donc, les médias britanniques ont découvert qu'il y avait un peuple qui avait besoin d'entendre et de voir autre chose. Et les médias type tabloïd, qui étaient plutôt brexiteurs, parce qu'ils ont cette habitude
d'être beaucoup plus proches du peuple ou de ce qu'ils imaginent être le peuple, ont gardé cette tendance-là. Et les grands journaux proches de la City, proches des affaires, ont été Remainers, ont été partisans du maintien, pour simplifier. Mais le clivage droite-gauche a quasiment disparu. Tout s'est repolarisé. Alors, ça a mis du temps pour se repolariser. Hein. Le Parti conservateur en a complètement été tétanisé. Le Parti britannique va devoir rentrer dans une cure où il va devoir choisir. Il n'a pas su le faire, il n'a pas osé le faire, il n'a pas pu le faire, il n'a pas compris qu'il fallait le faire. Il est resté attaché à une vision assez passéiste et il se retrouve avec 200 députés, un score qu'il ramène à, je ne sais plus, 36, 38, ouais, 1938, jamais il avait eu aussi peu de sièges à Westminster. Il a un député en Écosse, un député sur 55, alors que c'était le principal bastion. Gordon Brown, leur dernier Premier ministre, était issu de cette circonscription. La circonscription de Gordon Brown est perdue, la circonscription de Tony Blair est perdue, ainsi de suite. C'est du jamais vu. La carte de géographie des circonscriptions, elle est catastrophique. Il résiste qu'à Londres. Et Mais dans les quartiers riches. Oui, dans les quartiers très Remainer. Ils envisageaient de piquer le siège de Boris Johnson. Ils se prennent une raclée. À Islington. Peut-être je peux compléter Oui, bien sûr. la réponse par quelque chose. Les médias britanniques, comme Jean-Christophe a attiré notre attention, il y a une partie, c'est des tabloïds. L'autre partie, c'est les médias, principalement des médias Times, Guardian, etc. Même le Daily Telegraph, qui a un engagement par rapport au Parti conservateur, il a, d'un certain degré, une adhésion à une carte des idées qui sont en anglais appelées libérales, mais un jour, Jean-Christophe m'a corrigé, elle a dit en français libéral vous dit autre chose, puis j'ai inventé un terme gauche aisée, parce que je ne voulais pas dire autre chose, c'est pas... Non, mais je n'ai pas un engagement politique pour lancer n'importe quoi, n'importe où, et n'importe... Hein, sans savoir devant qui j'ai dit ça. Non, eux, ils sont en choc. Ces derniers 48 heures, les journaux que j'ai lus, oui, le BBC est inclus. Et le BBC est notorieux, même dans la guerre de Suez, que le BBC se fait taper sur le doigt. Et en 24 heures, Boris Johnson a annoncé qu'il va réviser les adhésions de BBC. Or, il va couper leur argent. Et il commence à écrire des éditoriaux comme oui, c'est bon. C'est comme si vous prenez le discours de Jeremy Corbyn, qui a dit que non, un peu comme Saddam Hussein, que la victoire est à nous parce qu'on était le seul qui ont tenu le discours d'espoir. Donc, si on fait son inversion, c'est le conseil qu'on commence à donner à Boris Johnson. Et en résumé et en discours populaire, c'est grosso modo, ça va, c'est pas grave, s'il a gagné, ben on verra ce qu'il va faire maintenant. Parce que la vraie épreuve commence maintenant. En partie, ils ont raison. Mais s'il est arrivé jusque-là, on suppose qu'il va continuer. Bien sûr. Je vous rappelle ce passage de Monty Python où il se bat contre un chevalier qui perd son bras, ses jambes, c'est bonbon de Exactement. J'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Angleterre étant l'ennemi naturel de la France, Oui. Et qu'elle rejetait tout au Parlement. Et Voilà. je me suis dit, dans cette Europe, la France, elle a un autre ennemi naturel, c'est l'Autriche. Oui. L'Autriche et Oui. même la Hongrie. Oui. Sous Napoléon, il y a eu une guerre. Avec Il y a eu plusieurs. Et, Oui, voilà. et peut-être que eux remplaceraient les Anglais. Tout à fait, absolument. On est en tout cas, ça en prend bien le chemin.
puisque aujourd'hui, le nouveau vilain petit canard, ça va être Orban, le Hongrois. Son voisin autrichien est un petit peu considéré dans la même vision. Et effectivement, on est sans doute à la veille d'un changement de mauvais... Voilà, exactement, de mauvais canard. Qui est déjà un peu entamé. Hein. La division de l'Europe est en train de réapparaître. Hein, entre tout ce que la Pologne est en train de défendre comme vigilance par rapport aux menaces, c'est pas du tout intégré du côté ouest. Hein. C'est pas du tout perçu. Hein. Ils ont encore une culture... Ah ben, ils sont en contact. Hein. C'est les seuls qui ont une frontière avec les Lituaniens. Hein. Enfin, je ne parle pas des Estoniens, mais la poche de Kaliningrad, elle est là. Elle est là. Jean-Christophe, tu as évoqué les conséquences pour la France. Tu n'as pas évoqué notre siège au Conseil permanent de l'Union européenne. Lapsus révélateur. Voilà. De l'ONU. Alors là, je dirais qu'une fois de plus, le Brexit est génial parce que l'idée de départ, c'était de se dire que on avait 2 sièges avec les Anglais et donc du coup, on pouvait n'en faire plus qu'un pour que ça devienne le siège de l'Union européenne là-bas. Donc maintenant, les Anglais vont dire on garde notre siège. Alors là, c'est sûr. Donc, Ils vont pas le rendre. Du coup. Surtout qu'il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors, autour de ce traité, il y a quand même pas mal de débats. Le premier, c'est qu'on oublie que le traité qui se voulait le modèle d'Aix-la-Chapelle, le traité de l'Élysée de 63, n'a jamais été ratifié par l'Allemagne. Donc, certes, il sert de modèle et de référence, mais il est resté bloqué. Donc celui-ci qui se voudrait, j'ai cité le discours d'Athènes, j'ai cité le discours de la Sorbonne, j'aurais pu rajouter, comme tu le fais très bien, le mentionner, ce traité d'Aix-la-Chapelle. Il part quand même de ce défaut originel, de ce péché originel, d'avoir cru qu'une alternative était possible. Il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de ferment unitaire, il y a trop d'intérêts divergents, il y a une histoire au moins bimillénaire de cette opposition du Royaume de France à l'Empire. Quelqu'un parlait de Napoléon, on pourrait parler des Napoléons. Etc. Cette histoire, elle est toujours présente. On parlait tout à l'heure de la Hongrie. Eh bien, je ne pense pas que, au-delà du fait que, politiquement, c'est sympathique de signer ce type de traité, ça n'a pas créé ni d'élan, ni de soutien. Ni d'adhésion, ni de mouvement. Et puis on peut voir beaucoup d'autres axes. Hein. Si on reprend un petit peu la logique politique, donc on citait la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, en ce moment il y a une nouvelle coalition, les prochaines élections surviendront, quelle coalition sortira, nous en reparlerons. La Pologne, les élections ont eu lieu en octobre dernier, la majorité a été renforcée. Bref, on a quasiment l'Empire austro-hongrois, qui, je rappelle, comprenait la petite Pologne, comprenait l'Italie du Nord, comprenait l'Autriche, comprenait la Hongrie, la Croatie. Le gouvernement croate, j'avoue que je ne sais plus de quelle couleur il est, ni ses options, donc je n'irai pas plus loin, ni le gouvernement slovène. Mais en tout cas, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, et qui réunit 4 pays de l'Est, avec l'Autriche et l'Italie, et qui ont des orientations qui en sont proches, on voit se former un mouvement clairement souverainiste au sein de l'Union européenne. Et là, même si le Parlement va perdre le groupe Farage, qui était le premier groupe du Parlement, le Brexit Group à Strasbourg,
il y a un vrai mouvement souverainiste qui touche toute l'Europe, hein. Toute l'Europe sans exception. Mais même des bons élèves comme le Danemark, Oui. qui sont tout le temps cités comme... Oui. En fait, ils mènent une politique souverainiste. Exactement. Sur le contrôle des flux migratoires, Voilà. ils ont rétabli les frontières, ils ont sur une île, ils ont stocké sur une île tous les immigrés à problème. Voilà. Hein, ils n'ont aucun scrupule. Ils n'ont aucun scrupule. Ils sont bons, Ce ces que Danois. nous devrions faire, eux le font, sans être critiqués. Quoi. Sans être critiqués, sans état d'âme, et ils sont en pointe. Hein. Ils obligent à apprendre le danois. Ils obligent à apprendre le danois. C'est un cas des choses. Actuellement, la coalition est une coalition de gauche, mais tout ce qui avait été établi par la coalition de droite, avec le soutien, entre guillemets, passif du Parti du Progrès danois, eh bien, n'a jamais été déboulonné. Et ils savent très bien que s'ils veulent avoir une chance d'être réélus, il ne faut surtout pas qu'ils déboulonnent ce que les gouvernements, sous la pression du Parti du Progrès, ont établi. Et ce ne sera pas remis en cause, au contraire. Je connais bien les arguments des pro-Brexit parce que ma tata de 86 ans est prof d'anglais et Elle est à fond là-dessus. Et entre autres, ce qu'elle me sortait souvent, alors je voulais savoir si c'est un argument qu'on entend en France, mais est-ce qu'on l'attend aussi en Angleterre? L'argument de dire les partisans du Brexit ont menti, ils ont gagné en mentant. C'est quelque chose qu'on entend aussi en Angleterre ou pas? Oui, alors c'est très anglais, effectivement. Comment est-ce qu'on dit les fuck... Non, fuck news, hein, non. Fake. C'est un peu pareil. Voilà. Bon, donc, oui, bizarrement, pendant des siècles, on n'avait jamais entendu cet argument. Et puis là, en gros, depuis le Brexit, puis bon, après tous les mouvements qui ont suivi, il y aurait des informations officielles, vraies, confirmées, etc. Et puis, il y aurait des fausses informations. Et c'est assez marrant parce que dès qu'on commence à creuser, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas si bonnes. Alors, l'argument principal, il est venu de ces fameux mouvements financiers qu'occasionne l'Union européenne. Alors, c'est assez complexe parce que l'Union européenne a voulu passer au-dessus des États. Et donc, d'un côté, elle prélève. Donc, elle prélève 3 prélèvements. Toutes les taxes douanières sont récupérées par le budget européen. Un pourcentage de la TVA, alors j'ai oublié le taux, je crois que c'est 0,73, je ne me souviens plus exactement. Alors, c'est 0,73% de 20%. 0,73% de 10%. Ça part dans les caisses de l'Union. Et puis une contribution calculée selon le coefficient de richesse du pays, etc. Je ne sais plus si c'est pas 0,67 ou c'est l'inverse, vraiment, peu importe. Ce qui fait que les Anglais se retrouvaient à nous faire un gros chèque. Et ensuite, il y a toute une série de politiques qui sont mises en place, notamment, en gros 40%, c'est pour de l'agriculture. Or, ils ne sont pas très agricoles, donc ils ne touchaient pas grand-chose. Il y a le développement de tous les pays d'Europe de l'Est, etc. Ils n'étaient pas concernés. Donc bref, ils recevaient proportionnellement relativement peu. Donc le jour où ils seront complètement dehors, ils ne vont plus verser tout ce qu'ils versaient et ils ne recevront pas le peu qu'ils touchaient. Et donc le montant de 10 milliards, converti en livres, avait permis à Boris Johnson, avec son car à double étage, d'annoncer, donc je crois que c'était 40 millions de livres par jour pour le HMS, le Health Medical Service, la sécurité sociale britannique, qui est dans un état catastrophique. Et c'est la première chose qu'il a débloquée. Dès qu'il a pris le gouvernement, il a mis fin à la politique d'austérité qui régnait en Grande-Bretagne comme dans toute l'Europe, et il a relancé le soutien aux services hospitaliers britanniques, recruter, améliorer, investir, reconstruire des hôpitaux, etc. Et une partie des fonds, même si ça n'a rien à voir au niveau purement comptable, viendra de cette opération. Et la principale fake news était basée sur le mensonge qu'il y aurait eu derrière ce chiffre. Il a mis en place cette politique.
80% de la législation britannique est maintenant d'origine européenne, ou est-ce que c'est faux? Oh, je pense que c'est même plus. Je pense que c'est même plus. On ne peut pas imaginer, on est dans la même situation, tous les détails. Moi, personnellement, j'ai visité le Parlement de Strasbourg. J'étais fou de joie, je mets les écouteurs, c'était passionnant. Le débat portait sur le calibrage des œufs des poules pondeuses. Excellent. Et donc, il y a eu une majorité qui a été votée pour calibrer les œufs des poules pondeuses. Vous pouvez vérifier, vous allez de la Finlande au Portugal, vous verrez que dans les boîtes des œufs que vous achetez, ils ont tous le même calibre. Moi qui passais une partie de mon enfance dans une ferme, je peux vous garantir que des poules normales, nourries normalement, alors elles n'étaient pas en batterie, hein, elles n'avaient rien à voir avec l'industrie agroalimentaire qu'on se paye aujourd'hui. Ah, il y avait des œufs de petite taille, des fois elles n'étaient pas en forme, il y avait des races différentes, il y avait des œufs... Alors, les poules de mon grand-père, elles n'auraient jamais pu être européennes, elles n'étaient pas aux normes. Elles n'étaient pas aux normes. Voilà. Ils ont aussi travaillé sur la dimension des cuvettes de WC. Ah oui, il n'y a pas un détail qui a échappé. Ou bien qui justifie les sommes. Ah oui, il y a un travail monstrueux. Certains se plaignent des montants qu'ils reçoivent, mais le nombre de travaux dans lesquels il faut qu'ils s'investissent sur tous les moindres détails, les normes du chocolat, du nombre de carats, des bijoux en or, des calibrages des pneus, mais c'est... Alors, pendant longtemps, j'ai présenté le plan de l'URSS. Les 4 mètres de documents qui étaient édités chaque année pour fixer toutes les normes. Mais petits joueurs. L'ampleur des travaux de l'Union européenne sont bien plus importants pour normer, imposer, dimensionner, créer une pensée unique. Mettez-vous à la place de tous les orphelins du modèle soviétique, il fallait bien qu'ils trouvent un effet de substitution. Ils ont planifié à partir de cette échelle-là. Oui, voilà. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, pardon. Bien, je vais présenter mes excuses. Du nouvel horaire, mais on t'excuse, t'étais à l'horaire britannique. En Grande-Bretagne, c'est pile l'heure. J'ai déjà traité la question. J'ai envie de la poser quand même. Bon, il semble que le référendum sur le Brexit est quand même largement de type populiste. Et en même temps, il se retrouve représenté par les conservateurs qui, bon, manifestement, c'était traditionnellement la gentille. Hein. Alors, ça fait bizarre. Il n'y a pas de mouvement populiste en Grande-Bretagne. Alors, c'est, si je puis dire, la question britannique à poser à plusieurs niveaux. On est dans un nouveau monde, soyons très clairs, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase, où on va voir quelles sont les nations dont la force nationale, l'identité nationale est capable d'intégrer ces bouleversements. Et quand on regarde ce qui a été vécu pendant ces années, en particulier au Parlement britannique, eh bien, il n'y a jamais eu de mouvement de rejet du parlementarisme britannique. Ça fait partie de l'identité nationale. Il y a eu une fracture entre le pays réel et le pays légal. C'était éminemment logique. Comme je l'ai dit au début de la conférence, David Cameron a fait campagne pour le Remain. Il a présenté le référendum et il a eu le courage que les 3/4 de ce côté-ci, à chaque référendum, se sont maintenus alors qu'on les avait désavoués. Lui, il a quitté le pouvoir. Et pourtant, la tradition référendaire
britannique. Et là, effectivement, le pays légal et le pays réel se réconcilient. Avec cette tradition britannique, où effectivement il y a une césure de classe beaucoup plus marquée, mais qui a souvent amené à des gouvernements issus de la gentry, où la gentry, la noblesse britannique, a accompagné le peuple. Et là, on a à nouveau cette fusion où l'essentiel de l'argument politique des conservateurs, c'était de dire « vous avez choisi, nous allons faire ce que vous avez choisi ». C'était quelque part l'art de servir, et ils ont réussi cette réconciliation. Ce qui, entre guillemets, dans le langage des critiques, ne laisse pas de place à ce qu'ils appellent le populisme. Mais quand on voit la rupture qu'il y a entre la vision, les aspirations populaires, puisque populiste serait, paraît-il, un gros mot, et la réalité de ce qui est mis en place, on ne peut que comprendre qu'il y ait des mouvements qui débordent, qui s'enflamment. Là, en Grande-Bretagne, ils ont eu des débats passionnés sans s'enflammer, aucune violence, du respect. Je ne sais pas si vous avez regardé les élections, mais c'est spectaculaire. Tous les candidats s'avancent devant la salle, la podium, et donc l'organisateur, etc., annonce les résultats, ils se saluent, ils se respectent. C'est sublime, c'est britannique. La Chambre des communes, c'est pareil. Et puis, cette tradition, voilà. Je serais tenté de dire, on sent qu'il y a une reine. C'est comme s'ils respectaient l'étiquette. Je me suis entendue, enfin, il y a assez longtemps, j'ai lu quelque chose à propos de Louis XVI. Pourquoi lui est arrivé tout ça? On va caricaturer, faire très vite, parce qu'ils avaient à l'époque abandonné plus ou moins l'étiquette. Donc on marchait sur les pieds du roi, on ne faisait pas attention quand il était là. Voilà ce que. Enfin, non, mais. Et l'étiquette, ça fait beaucoup. Oui, en fait, oui, tu m'as dit, mais on m'avait dit que. On doit s'adresser à la personne en disant l'honorable. Oui. Mais il arrive souvent que le gars dise l'honorable député qui est une canaille. Bon. Alors, ils ont toute une série de termes qui sont proscrits. Donc, chaque génération de parlementaires se doit d'inventer de nouveaux termes qui ne sont pas proscrits, parce qu'effectivement, entre MPs, ils ont un énorme respect. Et donc, le mot canaille est proscrit, et il y en a, je ne sais plus, 230 qui sont proscrits du vocabulaire parlementaire, et donc ils inventent de nouveaux termes. À chaque génération, c'est de plus en plus sophistiqué, recherché. Bon, il faut un terrible niveau d'anglais qui ne permet pas d'en saisir tout le charme. Oui, pardon. C'est pas une question, c'est à propos de la question de Michel. Et l'autre question aussi. D'abord, je reprends la question de Michel de l'absence de populisme en Angleterre. L'Angleterre, toutes les manifestations de comportement britannique sont différentes. Ils sont uniques, ils sont le contraire. La fourchette n'est pas changée, la fourchette reste, le couteau reste, la conduite est différente. La manière d'arriver à une conclusion est différente, la manière d'exprimer une conclusion est différente. Donc, de cette façon, quand on dresse une définition de populisme, et les manifestations de populisme, ils sont interdépendants. On ne peut pas définir le populisme sans observer ces manifestations. Comme l'anglais se manifeste différemment, dans cette carte et dans cette trame de mesures, on le loupe.
Et actuellement, je crois que tes collègues passent une période d'un petit choc. Ils vont réévaluer et puis il va y avoir une compétition de redéfinir. Il restera Ce qui toujours se passe une énigme. voilà, les éditoriaux, à tout à l'heure, quand j'ai évoqué, ils sont dans ce stade. Ils sont dans ce stade de se justifier. Concernant les mots proscrits, il y a le mot débat, l'étymologie et son translittération en anglais, c'est debate. Mais ce qui représente debate en anglais n'est pas ce qui représente débat en français. Et ça commence très tôt. Très très tôt. Quand les enfants sont petits, chaque école a un debating club. Dans la debating club, il y a un professeur qui est responsable, qui était débatteur lui-même. Il lance un sujet et c'est comme le Parlement. Pour, contre, le prof fait la synthèse et l'interruption est institutionnalisée sous le nom de heckling. C'est un verbe, to heckle. Et on peut insulter l'auditoire, peut insulter, mais comme Jean-Christophe a dit, par consensus. Il y a certains mots qui ne sont pas utilisés et certains mots qui sont utilisés. Puis, quand ces enfants sont quand ils sont au lycée, ils commencent à rentrer dans les compétitions. Et la compétition, il y a un président, on ne dresse jamais l'autre personne. On adresse le président. Monsieur le Président, le honorable speaker qui venait de partir, avec tout mon respect, avec toute ma humilité, avec tout honneur à son discours et ses grands et profonds arguments, je suis absolument obligé d'attirer votre attention sur le vide qu'il a laissé à sa place. Et on a tous 2 à 3 minutes. Chaque équipe a un président d'équipe qui a 5 minutes. Ils vont faire l'ouverture de House et de opposition. Et les 2 présidents, pas le président qui préside, les 2 présidents ont 5 minutes chacun pour faire des résumés. Comme ça commence par la House et ça termine par l'opposition, à la fin, c'est l'opposition et le dernier mot est au House. À l'université, c'est la même chose. Et c'est là qui explique pourquoi Oxford Union, c'est le syndicat des étudiants de Oxford University, c'est rien qu'un syndicat d'étudiants. Mais quand quelqu'un comme Clinton est invité, toute la presse américaine met sur la une que Clinton est invité par le Oxford Union ou le Cambridge Union. Et une grande partie de gentry que tu as dit, ils sont déjà rodés. Toute la vie, ils ont fait que ça. Et ils reniflent quand le public demande quelque chose. Ils reniflent les référendums. Et la faiblesse de Jeremy Corbyn et compagnie était qu'eux, ils avaient cette carte avec des cas à hocher. Je dois dire ça, je ne dois pas dire ça, sur cela, mon attitude est là, sur les femmes, mon attitude est là, sur les migrants, mon attitude est là. Conclusion, je suis libéral, hein, dans le sens anglais, oui, anglo-saxon. Et comme eux, ils étaient préoccupés par ça, ils n'ont pas reniflé, ils ont oublié. Mais tout ce que tu dis nous convainc une fois de plus que c'est très difficile de travailler avec eux, on ne les comprend pas. Moi j'ai travaillé pour une boîte anglo-saxonne, c'est horrible. J'ai réfléchi. Leur oui n'est jamais oui, c'est yes, but. Voilà. J'ai réfléchi un peu. Donc pour obtenir un yes, c'est quasiment pas possible. C'est toujours un yes, but. J'avais une possibilité de dire ça dans tout ce que j'ai dit dans une seule phrase à Michel, que si il y a des traces de populisme, mais tu vois, c'est le populisme britannique. Puis je m'étais dit, non quand même, mais je viens de temps en temps, je peux apporter quelque chose qui n'est pas vraiment tenu compte en France à propos de l'Angleterre. Et j'ai loupé peut-être une partie de ton intervention, donc arrête-moi si. Mais est-ce que tu as évoqué quand même cette tentation que
comme ils sont des commerçants, que ce soit un Singapour, C'est ça. un appareil. J'ai dit un Hong Kong sans la Chine. mais voilà. Un Singapour. Un Singapour. Il y a 20 ans, j'avais écrit quelque chose, peut-être que ça va arriver, que comme Venise, excusez-moi, tant qu'on n'a pas contourné le cap de Bonne-Espérance, Venise était très puissant. C'est un simple contournement a rendu Venise un has-been, un wannabe, un ancien riche, un décadent, une petite ville décadente. Et de la même manière, quand j'écrivais pour le National Educator, que maintenant toutes les routes financières passent par Londres. Si sur le plan financier, quelqu'un trouve le cap de Bonne-Espérance, il le contourne, l'Angleterre deviendra une petite Venise. Parce qu'il n'y a pas de canaux, il n'y a pas de bateaux, il n'y a pas les mêmes regards. Il y a beaucoup de canaux. Oui, mais bon. Il y aura un nouveau Guillaume le Conquérant alors. Moi je vous propose qu'on continue ce débat. Bravo, merci. Pendant